Tous les indicateurs sont en train de passer au vert sur les marchés. On vient d'avoir une très grosse semaine et ça va être l'occasion ce soir tous ensemble les amis de faire le point, de faire un débrief sur tout ce qui s'est passé justement durant cette semaine et bien évidemment essayer de préparer au mieux la semaine qui arrive. Donc pas mal de choses à dire ce soir. On va passer un bon petit moment ensemble. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. On va commencer du coup tout de suite et sans plus attendre avec un premier point sur le marché crypto, comme d'habitude, un week-end dans le vert sur le marché, avec un week-end un petit peu plus agité que d'habitude. Il y a eu un petit peu de mouvement, notamment sur les altcoins ce matin. Donc vous le voyez, un joli week-end. Et si on regarde sur les 7 derniers jours, et bien évidemment, c'est encore plus impressionnant. D'accord. Alors Bitcoin a commencé à sous-performer un petit peu le reste du marché avec une hausse de seulement 2,27% sur les 7 derniers jours, contrairement à Ether qui prend plus 5,6%. Et regardez les alts, c'est absolument magnifique. Alors petit aparté, je vous en ai parlé tout à l'heure, cette mini alt season qu'on observe, je vous en avais parlé et je vous l'avais dit, je vous avais prévenu au début de la semaine sur la chaîne YouTube notamment, mais aussi dans le serveur Discord et en live. Voilà, on a la vidéo juste ici. Mini alt season, marché dans les starting blocks. Je vous avais fait une vidéo pour vous l'expliquer. Donc effectivement, on a eu une très belle performance des altcoins cette semaine avec, on l'avait observé et on l'avait observé, une baisse de la dominance du Bitcoin qui a laissé davantage de place à XRP, à Solana, à ADA, Atom, etc. etc. Alors là où maintenant il va falloir se concentrer, c'est selon moi du côté d'Ethereum. En effet, vous l'avez compris et je viens de vous le dire, la dominance de BTC a chuté et est en train de chuter, d'accord. On est en train de repasser sous les 53% actuellement et si on regarde bien justement sur l'ensemble de la semaine et même plus globalement sur les 2 dernières semaines, on a quand même une chute assez violente de cette dominance du Bitcoin. C'est donc une bonne chose puisque ça veut dire que on va avoir, et on a déjà, on peut l'observer, un déplacement des capitaux de Bitcoin vers les alts. Ether, pour le moment, n'en a pas trop profité. Mais selon moi, cela ne devrait pas tarder. En effet, en 4 heures, on vient de valider un très beau mouvement de retournement sur Ether. On a une sorte, alors je ne suis pas fan de ce genre de pattern, vous le savez, mais on a une sorte de W qui s'est dessinée avec une cassure qui pourrait justement permettre à Ether de surperformer Bitcoin et l'ensemble du marché dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc là, on va un petit peu, j'ai envie de dire, pas délaisser Bitcoin, hein, on va rester attentif à la situation de Bitcoin et à son comportement, mais on va plus se concentrer sur les altcoins et notamment sur Ether, puisque c'est probablement là qu'il y aura le plus de choses intéressantes à effectuer. Comme je vous le répète très souvent, il faut aller là où l'argent est, et il faut aller là où l'action se passe. L'action, là, elle se passe sur les altcoins, donc c'est pas grave. On regarde ce que fait BTC, mais on le met un petit peu plus de côté, et on se focus là où il y a des opportunités. Alors, pour faire un petit point quand même sur Bitcoin, bon, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, nous avons fait quand même une très bonne clôture mensuelle hein, sur le cours du BTC, au-dessus donc des 32 000 $, qui était la zone évidemment attendue et surveillée particulièrement. Donc sur du monthly, c'est quand même très propre. Sur du weekly, c'est quand même très propre. Sur du daily, c'est quand même très propre. Donc on a quand même pas mal de choses très encourageantes sur Bitcoin, il faut se le dire. Ok ? Mais attention, encore une fois, à ne pas crier victoire trop vite. Du côté de l'open interest, des fundings, il n'y a pas trop de changements. On est sensiblement sur la même configuration. Là où il y a une petite inversion de tendance, d'ailleurs, qui s'est mise en place durant le week-end, c'est du côté des CVD spot, où on a eu un retour à l'achat, hein, là où depuis 2 semaines on avait eu pas mal de ventes hein, sur les contrats spot et pas mal de prises de profit aussi naturellement, et bien on semble repartir à l'achat, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour BTC. Autre bonne nouvelle, vous allez voir, il va y en avoir beaucoup, c'est le fait que aujourd'hui, actuellement et depuis un petit moment, les bonnes nouvelles apportent un mouvement haussier au marché, mais les mauvaises nouvelles ne sont pas prises en compte. C'est-à-dire que voilà, le marché voit les mauvaises nouvelles et bon, il les balaye d'une main et puis il continue son petit bout de chemin. Ça, c'est des petits indicateurs qui font quand même plaisir déjà et qui démontrent une certaine force dans le marché, une certaine conviction
des acteurs du marché, et donc forcément ce sont de bonnes nouvelles. Là où il y a d'autres bonnes nouvelles pour Bitcoin, et là ça va me permettre de faire la transition avec les marchés financiers traditionnels, même si on va reparler un petit peu des cryptos après, c'est que les cross-assets, la macro commence à être favorable. Effectivement, nous avons eu cette semaine le FOMC, durant lequel Jérôme Powell a annoncé la stabilisation des taux à 5,5%. D'accord? Donc là, on commence potentiellement à avoir une macroéconomie qui va être plus favorable. Ok, on a observé du coup, dans la continuité de cette décision, une détente sur le cours du dollar. D'accord? Là aussi, vous le savez, c'est une bonne nouvelle. On a observé une reprise sur les indices. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs des indices, mais notamment sur S&P 500. Ok? Et on a toujours ces ETF qui sont en suspens, mais qui vont être incessamment sous peu acceptés. Donc on a quand même pas mal d'éléments, et je crois que j'en ai oublié un, qui sont positifs pour le marché crypto. Pour le marché crypto, mais pas seulement pour le marché crypto. En fait, globalement, pour la plupart des marchés, pour la plupart des actifs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu observer cette semaine sur les indices qui ont réalisé de très très beaux rebonds, que ce soit du côté des indices américains. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, juste après, pourquoi il y a des positions short qui sont marquées. Et aussi du côté des indices européens. Et ça, c'est exactement ce qu'on avait vu dans la vidéo de la semaine dernière, dans le débrief hebdo de la semaine dernière, où je vous avais dit qu'on allait probablement, très certainement, avoir du rebond sur les indices. D'ailleurs, début de semaine, dans le serveur Discord, qu'est-ce que je vous ai dit? On va aller le voir tout de suite. Eh bien, je vous ai dit, prenez vos profits sur les indices. Donc là, hop, on va retrouver, voilà. Après plusieurs mois, c'est le moment de prendre ses profits sur le DAX. Pareil sur le CAC. Donc les positions short qu'on avait sur les indices européens, eh bien on les a tout simplement allégées. Alors la petite nuance, c'est que du coup, fin de semaine, je suis re-rentré en short sur le CAC. J'ai fait un renforcement de ma position short parce que pour moi, là, on va repartir vers le bas, au moins combler ici ce gap de continuation. D'accord? Donc voilà la petite subtilité. Alors ces indices, moi, je me prépare potentiellement à les short, d'accord? Vous voyez Nasdaq, S&P 500 d'ailleurs sur lequel j'ai fait des premières entrées. Ça va être sensiblement la même chose sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Mais attention, j'ai ces plans-là. Jusqu'à maintenant, j'avais ces plans-là. Mais en fonction de ce qui va se passer sur le début de semaine, je vais peut-être un petit peu changer mes plans et changer mes scénarios. Pourquoi? Déjà du fait des raisons que je vous ai énoncées juste à l'instant, hein, donc macroéconomiquement, la stabilisation des taux d'intérêt directeurs, le fait qu'on a un dollar qui se détende, mais il y a aussi le fait qu'on a des taux à 2 ans et à 10 ans qui se détendent. Ça, c'était quelque chose qui créait et qui mettait une grosse pression, une grosse tension sur les indices. Et là, le fait qu'on ait une détente sur les taux, eh bien, ça va permettre au marché tout simplement et aux indices probablement de respirer. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle peut-être que je vais changer un petit peu mes plans. Alors, S&P 500 est sur une zone importante. Nasdaq et Dow Jones arrivent sur des niveaux de résistance importants. Donc, attention quand même à ces zones-là. Je ne vous dis pas non plus d'acheter ces niveaux-là. Surtout pas. Mais moi, je vous dis que je suis quand même plutôt dans une optique de réfléchir à de la vente. Alors, ce qui a permis aussi ces belles performances sur les indices, c'est les différents résultats des entreprises américaines qu'on a en ce moment. C'est-à-dire qu'actuellement, on a les 3/4 des entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats et qui ont publié des résultats au-dessus des attentes. Okay, au-dessus du consensus. Ça a été par exemple le cas d'Apple et de Coinbase cette semaine. D'ailleurs, Coinbase qui a publié de très très bons résultats. Je vous réfère à la vidéo de vendredi matin et je vous invite à aller voir aussi ce qui se passe dans le Discord parce que du coup, je vous ai expliqué et détaillé un petit peu tout ça. Ok? Donc, détente sur les taux à 2 ans et à 10 ans aux États-Unis qui va renforcer peut-être ce rebond sur les indices. Mais attention, encore une fois, à ne pas crier victoire trop vite. Ce qui a permis aussi tout ça, et j'en reviens du coup au FOMC de mercredi, c'est qu'on a eu un Jérôme Powell qui a été plutôt rassurant. D'accord? Et du coup, je vais refaire un petit débrief pour ceux qui n'auraient pas regardé les vidéos de la fin de semaine sur le FOMC. Jérôme Powell a été rassurant, d'accord? Il a effectivement noté que la politique monétaire actuelle, qui était en place jusqu'à maintenant, restrictive, portait ses fruits.
mais qu'il fallait rester prudent, d'accord? Et d'ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est du côté de l'économie américaine, où là, on commence à avoir des signaux un petit peu moins bons, d'accord? D'ailleurs, je vous ai partagé le rapport de la Fed d'Atlanta cette semaine, où voilà, on observe que malgré les bons chiffres de la croissance, qui d'ailleurs sont un petit peu pas truqués, mais ne sont pas très représentatifs dernièrement, eh bien on a quand même des signaux sur l'économie américaine qui commencent à se dégrader. Donc attention à potentiellement pour 2024 un retour, comment dire, un retour des risques de récession. Tu vois? Enfin, vous voyez. donc voilà. Ok? En parlant des taux, je continue de faire des transitions, hein. Ce soir, j'ai décidé d'être très fluide et de naviguer, mais vous inquiétez pas, on fera des petits retours en arrière pour aller un petit peu plus en profondeur sur certains points. Ok? Je vous rappelle aussi, hein, j'en profite parce que je vois qu'il y a des petites questions qui défilent. Pour tous ceux qui posent des questions, ne vous inquiétez pas, je vais y répondre juste après. Là, on est dans une première partie explicative où je fais un gros point et après, vous inquiétez pas, je répondrai à toutes vos questions. Ok? Donc cette détente justement sur les taux à 10 ans, elle est importante à noter. Et ce qui est important à noter particulièrement, c'est les taux à 10 ans qui sont en train de se décorréler du cours du gold. C'est quelque chose qu'on avait déjà observé, rappelez-vous, dernièrement, du côté du pétrole, où on avait observé une décorrélation entre les taux réels, justement, et le cours du pétrole. Et bien là, on a la même chose sur le gold. D'accord? Alors justement, ça va permettre de faire un focus sur le gold, le fameux or, cette fameuse valeur refuge qui ne cesse de monter depuis le début du mois d'octobre et qu'on ne cesse, d'acheter. Vous le savez, il y a le fait que le conflit au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine comment dire, s'est intensifié depuis le début du mois d'octobre. Eh bien, forcément, on a des investisseurs qui sont partis se réfugier sur l'or. Mais il y a un autre élément qui est en train de rentrer en jeu. Et là, je vous réfère aux résultats qu'on a eu cette semaine du côté chinois. Et pas seulement, mais notamment, eh bien en fait ce qui se passe, c'est que du côté chinois, il y a des données économiques qui ne sont pas bonnes. Et on a une banque centrale chinoise qui se met, et qui continue plutôt, à acheter encore et encore et encore de l'or. Mais pas seulement la banque centrale, la population aussi. On a des achats massifs d'or en ce moment en Chine, mais pas seulement, hein, il y a d'autres zones géographiques mondiales qui sont concernées. Et donc potentiellement, eh bien on pourrait continuer de voir l'or monter en direction des 2070 et peut-être même encore plus haut. Donc pour moi, la hausse de l'or n'est pas terminée. Attention, là aussi, je ne vous dis pas d'acheter maintenant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Je ne vous dis pas d'acheter maintenant, mais je vous dis que potentiellement, on peut se permettre de laisser tourner un petit peu des positions parce que, tout simplement, il y a des paramètres macroéconomiques qui nous font dire que potentiellement, ces actifs peuvent continuer de monter. Du côté du pétrole, alors là c'est beaucoup plus compliqué. Je suis toujours en train de m'accrocher dans cette position qui dure depuis maintenant plus de 2 semaines. Donc c'est pas facile encore une fois, mais je reste convaincu d'un retour entre les 90 et 93,50. Maintenant attention, la situation peut très très vite changer. On le sait, tout comme l'or, que le pétrole est extrêmement sensible en ce moment à la situation géopolitique parce que le conflit se situe justement dans une zone géographique qui est directement concerné par l'économie pétrolière et on a les yeux rivés sur l'Iran qui vont qui vont potentiellement être amenés à s'impliquer davantage dans le conflit. Et si c'est le cas, eh bien on pourrait, je vous l'ai déjà expliqué, avoir des sanctions économiques envers l'Iran, embargo, etc. Ce qui pourrait impacter du coup la production pétrolière mondiale, puisque l'Iran, ça représente quand même 3 millions de barils, 3 millions de barils par jour de production, voilà, j'y viens, enfin pas par jour. Et donc, si, excusez-moi, je me suis un petit peu emmêlé, mais du coup, si on a des sanctions économiques qui sont portées vers l'Iran, eh ben, ça va impacter la production, et donc l'offre, et donc le prix. Ok? Mais en tout cas, je reste accroché dans cette position. Donc voilà un peu le topo macroéconomique et technique de l'ensemble des marchés au vu des informations qu'on a eues. Alors attention, cette semaine, je parle de la semaine qui arrive, va être beaucoup plus calme. On va avoir beaucoup moins de catalyseurs macroéconomiques. Ce qui va être intéressant puisque ça va nous permettre de nous porter davantage sur la technique. Et ça, c'est cool. Et moi, j'aime bien les semaines comme ça où en fait, on a un petit peu moins de catalyseurs, on a un petit peu moins de macro qui vient titiller les marchés. Parce que du coup, on a une situation où on peut se porter vraiment davantage sur de la technique. Et ça, je trouve ça super intéressant. Alors, on n'aura pas rien non plus, mais beaucoup moins. J'en profite du coup pour vous faire le petit point sur les différents points qui seront à surveiller cette semaine. Demain, ça sera surtout du côté
européen, puisque nous aurons les résultats des PMI de service. Donc là, sans surprise, nous devrions rester dans une phase de contraction économique avec un indice à 47,8 sur le mois d'octobre. Ce n'est pas une bonne nouvelle, pas de surprise. Mardi, on aura aussi des datas importantes, mais cette fois-ci plutôt du côté de la session asiatique, avec la publication des exportations et importations du côté de la Chine, la dépense des ménages au Japon, pardon, et la décision de la Banque centrale australienne, donc là c'est pas asiatique mais ça va être du coup session de Sydney, qui devrait elle rehausser ses taux d'intérêt directeurs, un petit peu contradictoire par rapport à ce qu'ont fait toutes les autres banques centrales, comme par exemple le Canada ou encore le Japon, qui ont eux plutôt décidé de stabiliser leurs taux, comme en Europe et aux États-Unis. Mardi après-midi, quelques petits résultats du côté américain, mais rien de très important selon moi. Mercredi, journée assez importante puisque nous aurons les résultats de l'inflation à nouveau en Allemagne, donc des résultats que nous surveillerons attentivement, mais surtout mercredi après-midi, un discours de notre cher Jérôme Powell. Donc 2 discours de Jérôme Powell cette semaine, puisqu'il interviendra aussi jeudi à 20h, d'accord, ainsi que Christine Lagarde. Donc 2 prises de parole de Jérôme Powell. Jeudi, on aura aussi les résultats de l'inflation en Chine. Donc là, gros résultat, les amis. Très important, le résultat inflation jeudi matin, enfin jeudi dans la nuit en Chine, qui sera impératif de prendre en compte et de surveiller. On aura aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage du côté américain. Et vendredi, on terminera avec une journée assez intéressante aussi, avec les résultats de la croissance au Royaume-Uni, d'accord. Ça peut être un résultat important pour ceux qui tradent le Forex. Voilà, ceux qui veulent trader les paires GBP, ça peut être intéressant. Et puis, comme tous les vendredis, enfin pas comme tous les vendredis, mais comme régulièrement le vendredi après-midi, on aura pas mal de data du côté américain, avec notamment les anticipations d'inflation à court terme, à 5 ans, et l'attente et la confiance des consommateurs. Donc quand même pas mal de choses aussi vendredi. Donc vous avez compris, une semaine un petit peu plus light, mais avec quand même un certain nombre de catalyseurs qui seront à surveiller. Mais on aura une semaine quand même qui sera davantage portée sur la technique, et on observera d'ailleurs si on aura un peu de volatilité, un retour un peu de volatilité, parce que c'est le calme plat. Regardez le VIX qui passe sous les 15 points. On est vraiment sur des niveaux de peur et de volatilité au plus bas sur les marchés. On revient quasiment à des niveaux de summer, d'été. Donc c'est-à-dire que c'est les périodes de l'année qui sont généralement les moins volatiles, et là en plein mois de novembre, octobre-novembre, on est en train de revenir sur ces niveaux, ce qui est assez étonnant. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais terminer, si quand même bien évidemment, avec les résultats de la semaine. Ok, c'est toujours important de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé en termes de résultats chez Blockchain Capital. Alors bougez pas, je vais vous retrouver le salon. Voilà, il est ici. Donc des bons résultats à nouveau cette semaine. 6%, plus de 6% sur le service premium. Le seul petit résultat négatif qu'on a eu cette semaine, c'est sur le service CIB, où on a eu une toute petite perte de 0,39%. Donc vous voyez, ça reste très mesuré sur un service qui est quand même assez risqué. 8,8% de hausse sur le compte entreprise, 6,75% sur le challenge et plus 2% sur la partie mentorat. Donc ça reste encore une fois de très très bons résultats. Je vous invite, pour ceux qui veulent aller voir, à aller observer tous les résultats qui vous sont partagés toutes les semaines. Et puis aussi, rappelez-vous bien qu'une fois par mois, je vous fais un point track record. Donc là, vous voyez, sur le mois d'octobre, sur le compte crypto, on a fait une très 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 bonne performance de plus 165%, avec un taux de réussite quasiment de 100%. Donc vraiment de très très bonnes perfs sur le mois d'octobre. Donc on peut s'en réjouir. J'ai oublié de le dire, mais par rapport aux catalyseurs macroéconomiques qu'on aura tout au long de la semaine, bien évidemment, tous ces résultats, tous ces catalyseurs seront suivis en direct avec nous chez Blockchain Capital, en live sur Twitch et sur TikTok. Donc vous avez le planning des lives que je vous ai partagé tout à l'heure. Comme d'habitude, d'ailleurs cette semaine, jeudi, il y aura le retour de Philippe en live pour ceux qui le connaissent et qui l'ont déjà vu. Philippe, il est tout simplement trader en banque, dans une banque française. Alors il n'est pas exactement trader, c'est pas exactement son rôle entre guillemets, c'est pas lui qui va prendre les positions, il vous expliquera exactement le rôle qu'il a, mais voilà, c'est un professionnel de la finance qui travaille en salle de marché depuis plusieurs dizaines d'années, donc il a vraiment une grosse expérience, et il va venir nous parler de pas mal de petites choses intéressantes la prochaine fois. Donc ça sera jeudi à 18h, et puis voilà. Donc une belle semaine qui nous attend encore une fois, les amis. Je vous ai expliqué un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Je vais clôturer l'enregistrement de la vidéo YouTube maintenant, et pour tous ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, on va rester ensemble. Je vais prendre toutes vos questions juste après, les amis.
Donc voilà, pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, rejoignez le serveur Discord et je vous dis à demain matin. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.